Apprends à vivre sans mon argent, hurla Amandine, son visage déformé par la rage alors qu'elle déchirait ma carte de crédit en deux et jetait les morceaux sur la table de ma cuisine. Je fixai le plastique déchiré, les chiffres dorés maintenant séparés en deux moitiés déchiquetées, et sentis un calme étrange m'envahir. 28 ans de maternité m'avaient appris quand me battre et quand me rendre. Ce moment exigeait la seconde option. Tu as raison, dis-je doucement, croisant le regard furieux de ma fille. Ma simple réponse parut la décontenancer. Elle s'attendait à des larmes, des supplications, peut-être même une colère égale à la sienne. Au lieu de cela, elle obtint 2 mots d'apparente capitulation. Pendant un bref instant, la confusion vacilla sur ses traits parfaits. Des traits qui ressemblaient si étroitement à ceux de son père que cela me faisait parfois mal de la regarder. Évidemment que j'ai raison, se reprit-elle en rejetant en arrière ses cheveux aux mèches coûteuses. J'en ai marre que tu essaies de me contrôler, maman. D'abord, tu as dénigré papa toute ma vie. Ensuite, tu critiques mon appartement, mon travail, mes amis. Et maintenant, tu as le culot de me demander de l'argent. Après tout ce que papa a fait pour moi pendant que tu te contentais de... Quoi ? Enseigner les maths aux enfants des autres. Chaque mot était conçu pour blesser, affûté par des années de pratique. J'avais entendu des variations de ce discours de nombreuses fois, présentant toujours la même histoire révisionniste où Jacques était le héros et j'étais la méchante. L'ironie aurait pu me faire rire si elle n'était pas si douloureuse. Je t'ai seulement demandé d'utiliser ta carte pendant une semaine, jusqu'à ce que ma mutuelle traite la demande d'entente préalable pour mon opération du cœur, lui rappelai-je gentiment. Mais tu as raison. C'était déplacé de ma part de demander. Une opération du cœur ? Ricana-t-elle en faisant des guillemets avec ses doigts. Quel timing pratique, maman. Juste au moment où papa traverse quelques difficultés financières, soudainement tu as besoin de procédures médicales coûteuses. Je touchai le dossier de documents médicaux sur la table entre nous. Les échocardiogrammes, les consultations de spécialistes, les formulaires de consentement chirurgical, mais je ne pris pas la peine de l'ouvrir. Amandine n'était pas intéressée par les preuves qui contredisaient son récit. Je comprends que tu sois contrariée, dis-je à la place. Voudrais-tu un thé avant de partir ? Mon Dieu, tu es impossible, s'exclama-t-elle en attrapant son sac à main de créateur, un cadeau de son père que j'avais en réalité payé le Noël précédent. C'est pour ça que papa t'a quitté. Tu sais, tu es froide, calculatrice. Tu ne l'as jamais compris. Ni moi. Sur cette pique finale, elle sortit en trombe, claquant ma porte d'entrée assez fort pour faire trembler les photographies sur le mur de mon couloir. L'une d'elles tomba, le cadre se fissurant en heurtant le sol. Un portrait de famille datant de l'époque où Amandine avait 7 ans, avant que la dernière liaison de Jacques n'ait brisé notre famille. Quelle ironie. Je restai assise seule à ma table de cuisine pendant plusieurs minutes, à regarder la carte de crédit déchirée. C'était une carte additionnelle sur le compte d'Amandine, un compte que j'avais discrètement financé pendant des années. L'ironie de son geste dramatique ne m'échappait pas. Elle croyait me couper les vivres alors qu'en réalité, elle se coupait de sa propre bouée de sauvetage. Je pris mon téléphone et ouvris mon application bancaire. Depuis des années, je faisais des virements automatiques vers les comptes d'Amandine. 1 200 € pour combler le loyer de son appartement de luxe. 800 € pour la location de sa voiture. Des montants variables pour ses factures de carte de crédit lorsqu'elles approchaient de leurs limites. Tout cela fait discrètement, lui permettant de maintenir l'illusion qu'elle était financièrement indépendante ou que Jacques était son bienfaiteur. Jacques, mon ex-mari, n'avait pas contribué un euro significatif à l'éducation de sa fille depuis qu'elle avait 12 ans. Ses chèques de pension alimentaire avaient été si régulièrement sans provision que mon avocat m'avait finalement conseillé de cesser de les réclamer. Ses promesses de payer les frais de scolarité de l'université s'étaient évaporées, me laissant prendre un deuxième emploi pour couvrir l'éducation d'Amandine. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans l'esprit d'Amandine, il restait le parent généreux et solidaire, tandis que j'étais la mère froide et restrictive. J'avais laissé cette fiction persister, en partie parce que je ne voulais jamais accabler Amandine de la douloureuse vérité, et en partie parce que je craignais de perdre le peu de liens que nous entretenions. Si elle savait que son père bien-aimé avait effectivement abandonné ses responsabilités financières, laissant sa mère tout ramasser, le détesterait-elle, ou me détesterait-elle simplement davantage de le lui avoir révélé ? Je ne le saurais jamais maintenant. Après 24 ans à la protéger de cette réalité, j'étais trop épuisée pour continuer. Mon cardiologue avait été clair. Réduire le stress, se concentrer sur la guérison, se préparer à la convalescence. L'opération prévue pour mardi prochain réparerait ma valve mitrale, mais la convalescence prendrait des mois. Je devais maintenant donner la priorité à ma santé, chose que j'avais négligée pendant des décennies en soutenant tout le monde. Mon doigt plana sur l'application bancaire. Un par un,
J'annulai chaque virement automatique vers les comptes d'Amandine. Ensuite, j'appelai le service client de ma banque. J'aimerais me retirer en tant que garante de la carte de crédit de ma fille, dis-je au représentant. Numéro de compte 4756-9156-0033-4782. Bien sûr, Madame Wilson. Je dois vous informer que cela pourrait affecter la limite de crédit et le statut du compte, car vos revenus et votre code de crédit ont été des facteurs pour établir la limite actuelle. Je comprends, répondis-je. Veuillez procéder au retrait. Après avoir complété la vérification nécessaire, le représentant confirma: vous avez été retiré en tant que garante avec effet immédiat. Puis-je vous aider avec autre chose aujourd'hui? Non, c'est tout. Merci. Je terminai l'appel et me reculai, me sentant étrangement légère malgré la douleur dans ma poitrine, à la fois émotionnelle et physique. Pour la première fois depuis des décennies, je donnais la priorité à ma propre sécurité financière plutôt qu'aux excès d'Amandine. Les plus de 2000 € par mois que je lui avais versés resteraient désormais sur mon compte, aidant à couvrir mes frais médicaux et mes coûts de convalescence. Mon téléphone sonna, un texto de Jacques, bien sûr. Amandine l'appelait toujours immédiatement après nos désaccords. « Hélène, j'ai entendu dire que tu harcelais Amandine pour de l'argent. C'est un coup bas. Laisse-la tranquille. » Je ne pris pas la peine de répondre. Dans quelques jours, ils découvriraient tous les deux la vérité qui avait été cachée sous leurs yeux pendant des années. Cette pensée ne m'apportait aucun plaisir, seulement une résignation lasse. Me levant lentement, je ramassai la photographie qui était tombée quand Amandine avait claqué la porte. Derrière le verre fissuré, nos jeunes nous souriaient à l'appareil photo. Amandine assise sur les genoux de Jacques, moi debout, légèrement à l'écart, devenant déjà périphérique dans le paysage émotionnel de ma fille. Même alors, je plaçai le cadre brisé, face contre terre dans un tiroir. Certaines choses étaient mieux laissées invisibles. Rassemblant mes documents médicaux, je passai en revue ma liste de contrôles préopératoires. Sans la carte d'Amandine, je devrais puiser dans mon petit fonds d'urgence pour couvrir les premiers acomptes de l'hôpital. Ce serait serré, mais gérable. Après une vie passée à étirer les euros pour couvrir à la fois mes besoins et ceux d'Amandine, ne couvrir que mes propres dépenses semblait presque un luxe. Alors que je me préparais pour la nuit, je sentis le poids de ma décision. Demain, Amandine découvrirait ce que signifiait vraiment vivre sans mon argent. Bien que pas de la manière qu'elle imaginait, la révélation détruirait probablement ce qui restait de notre relation. Mais peut-être, finalement, cela pourrait-il créer un espace pour que quelque chose de plus honnête puisse grandir à sa place. Quoi qu'il en soit, j'avais enfin appris la leçon que j'essayais d'enseigner à Amandine depuis des années. Les limites financières ne concernent pas seulement l'argent. Elles concernent le respect, la réalité et, en fin de compte, l'autopréservation. En m'endormant, je me demandais quel visage elle ferait en essayant d'utiliser sa carte de crédit demain. Je me réveillai le lendemain matin, au son de mon téléphone vibrant avec colère. 6 appels manqués d'Amandine au cours de la dernière heure. 17 SMS de plus en plus frénétiques et accusateurs. Je mis le téléphone de côté et pris mes médicaments pour le cœur du matin, suivant les instructions de mon médecin pour minimiser le stress avant l'opération. L'ironie ne m'échappait pas que le réveil financier d'Amandine se produisait précisément au moment où je devais me concentrer sur ma santé. Je me préparai un petit déjeuner simple de flocons d'avoine avec des rondelles de banane, l'extravagance des fruits rouges frais étant désormais un luxe que je devais abandonner, et m'assis près de la fenêtre de ma cuisine, regardant le quartier s'animer. À 8h47, exactement à l'ouverture des banques, mon téléphone sonna de nouveau. Amandine. Je pris une profonde inspiration et répondis. Qu'est-ce que tu as fichu? Sa voix était stridente, la panique évidente sous la colère. Bonjour, Amandine, répondis-je calmement. Ma carte a été refusée. Refusée aux Galeries Lafayette. Le directeur m'a reconnu. C'était humiliant. Les mots sortirent dans un flot d'indignation. Ensuite, j'ai appelé la banque et ils ont dit que tu t'étais retirée comme garante et que tous ces virements avaient cessé et que mon compte est à découvert. Qu'est-ce que tu as fait? Je sirotai mon thé avant de répondre. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. J'apprends à vivre sans ton argent. De quoi tu parles? C'est mon argent, mon compte. Vraiment? Demandai-je doucement. Vérifie ton historique de transactions, Amandine. Pas seulement les dépenses, mais les dépôts. Remonte aussi loin que tu peux. Regarde d'où vient l'argent depuis toutes ces années. Silence au bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration rapide et superficielle, et les clics légers qui suggéraient qu'elle consultait son application bancaire pendant que nous parlions. Ça n'a aucun sens, dit-elle finalement, sa voix plus faible. Il y a des dépôts de ton compte tous les mois,
depuis des années. Oui. Mais papa a dit qu'il m'aidait avec l'appartement et la voiture. Il a dit, ton père n'a pas contribué de manière significative à ton soutien financier depuis que tu as 12 ans, Amandine, dis-je gentiment. Les chèques de pension alimentaire ont cessé d'arriver. Le fonds pour l'université qu'il avait promis ne s'est jamais matérialisé. Chaque cadeau qu'il prétendait offrir, de ta voiture pour tes 18 ans au sac à main de Noël de l'année dernière, provenait de mon compte. Ce n'est pas, il n'aurait pas. Sa voix se brisa. Je pouvais entendre le monde qu'elle s'était construit commencer à se fracturer autour d'elle. Pourquoi aurait-il menti? Pourquoi aurais-je menti, moi? Répliquai-je. Que aurais-je gagné à cacher mon soutien financier toutes ces années? En te laissant croire que cela venait de lui? Plus de silence, puis avec une colère renouvelée, tu essaies de me monter contre papa. Tu as toujours été jalouse de notre relation. C'est de la manipulation. Je soupirai. Appelle-le, Amandine. Demande-lui toi-même à propos de son récent dépôt de bilan. Demande-lui où il vit maintenant que son appartement a été saisi. Demande-lui directement s'il t'a soutenu financièrement, et regarde son visage quand il répondra. Je le ferai, lança-t-elle. Et ensuite, je dénoncerai tous tes mensonges. L'appel se termina brusquement. Je posai mon téléphone et regardai par la fenêtre. Madame Leclerc, ma voisine, promenait son basséhound, s'arrêtant pour discuter avec le jeune couple qui venait d'emménager en face. La vie normale continuait tout autour de moi pendant que mon propre monde soigneusement construit de sacrifices et de secrets s'effondrait. Je passais la journée à organiser mes documents médicaux et à préparer ma maison pour la convalescence post-opératoire. L'infirmière à domicile avait recommandé de dégager les passages pour faciliter la mobilité, de faire des réserves de fournitures essentielles et de préparer des repas faciles à réchauffer. Des tâches simples qui manqueraient dans la réalité de ma situation pendant que j'attendais les retombées inévitables. Elles arrivèrent à 14h36, lorsque ma sonnette retentit. J'ouvris et trouvai Amandine sur le seuil. Son maquillage parfait était strié de larmes. Sa posture assurée s'était effondrée en quelque chose de plus petit et de plus vulnérable que je ne l'avais vu depuis des années. Il a tout avoué, dit-elle, la voix vide. Après que je lui ai montré les relevés de transactions, il ne pouvait plus le nier. Il vit sur le canapé de son ami. Il est fauché, a-t-il dit. Elle déglutit difficilement. Il a dit que tu l'avais couvert pendant des années parce que tu ne voulais pas que je sache quel raté il était. Je m'écartai pour la laisser entrer. Elle passa devant moi dans le salon, mais resta debout, trop agitée pour s'asseoir. Pourquoi? Exigea-t-elle en se tournant vers moi. Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi me laisserais-tu croire qu'il me soutenait alors que c'était toi depuis le début? Pourquoi me laisserais-tu te traiter si horriblement en pensant qu'il était mon sauveur? Je m'installai avec précaution dans mon fauteuil, sentant soudainement chacune de mes 62 années. Quand tu avais 8 ans et que ton père est parti, tu as été dévastée. Tu l'idolâtrais. Quand ses visites du week-end ont commencé à devenir moins fréquentes, quand ses promesses ont été rompues encore et encore, je t'ai regardé essayer de donner un sens à tout ça. Les enfants ont besoin de croire en leurs parents, Amandine. Alors, tu m'as menti. Pendant des décennies. Je t'ai protégée. Je corrigeais gentiment au début. Puis plus tard, quand tu as été assez grande pour comprendre, le schéma était établi. Tu m'avais choisie comme la méchante de ton histoire, la mère contrôlante, celle qui avait chassé ton père parfait. Te dire la vérité à ce moment-là aurait semblé être une autre attaque contre lui. Amandine arpentait la pièce, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste si réminisce de Jacques que cela me serra la poitrine. Donc, toutes ces années, quand je pensais être financièrement indépendante ou que papa m'aidait, je virais de l'argent pour couvrir l'écart entre tes revenus et tes dépenses. Je confirmai. Ton appartement coûte 1 200 € de plus par mois que ce que tu peux te permettre avec ton salaire. La location de ta voiture est de 800 € par mois. Tes cartes de crédit approchent régulièrement de leurs limites. Elle cessa d'arpenter la pièce, me fixant avec un mélange d'horreur et de prise de conscience naissante. Et maintenant, tu as tout arrêté. Oui. À cause de ce que j'ai dit hier. Parce que j'ai déchiré ta carte et que je t'ai dit de vivre sans mon argent. En partie, reconnus-je, mais aussi parce que je ne peux plus me permettre de soutenir 2 ménages. Mes frais médicaux, ton opération du cœur, interrompit-elle, le visage blêmissant. C'est réel. Pas seulement, pas une tactique de manipulation. En réponse, je lui tendis le dossier de documentation médicale que j'avais essayé de lui montrer la veille. Elle s'affaissa sur le canapé, l'ouvrant avec des mains tremblantes. Réparation de la valve mitrale, lut-elle à haute voix. Mardi, c'est dans 5 jours.
Elle leva les yeux, les siens écarquillés. Et je t'ai accusé de l'inventer. J'ai refusé de te laisser utiliser ma carte pour tes frais médicaux, alors que tu payais pour mon style de vie depuis des années. Ta carte que je paye, corrigeai-je doucement. Mais oui. Amandine referma le dossier, son expression changeant à mesure que les pleines implications de sa situation financière la frappaient. Je ne peux pas payer mon appartement sans ton aide, ni ma voiture. Mes cartes de crédit sont au maximum. La panique pointa dans sa voix. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'étais posé la même question d'innombrables fois au fil des ans, pendant mon divorce, lorsque les pensions alimentaires de Jacques avaient cessé, lorsque les factures de l'université étaient arrivées. Chaque fois, la réponse avait été la même. Se débrouiller. Réduire les dépenses. Travailler plus dur. Se sacrifier. Tu vas faire ce que j'ai fait pendant les 24 dernières années, lui dis-je. Tu vas faire un budget basé sur tes revenus réels. Tu vas distinguer les besoins des désirs. Tu vas faire des choix difficiles sur les priorités. Mais mon bail, tu devras peut-être le rompre, terminai-je pour elle. Il y a des pénalités, oui, mais vivre au-dessus de ses moyens à son propre coût, comme tu es en train de le découvrir. Elle avait l'air si perdue, si dépassée que pendant un instant, j'ai failli faiblir. L'instinct maternel de la sauver, de lui aplanir le chemin. Le même instinct qui m'avait conduite à cet arrangement insoutenable me submergea. Mais je me souvins des mots de mon cardiologue. Votre cœur ne peut plus supporter ce niveau de stress, Hélène. Vous devez donner la priorité à votre santé maintenant, ou vous ne serez plus là pour personne. Alors, au lieu d'offrir le salut financier, je pris mon ordinateur portable. Faisons un budget réaliste ensemble. Voyons où tu en es vraiment. Amandine me fixa pendant un long moment, puis hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. D'accord, dit-elle doucement. Apprends-moi. Pendant 3 heures, Amandine et moi avons disséqué sa réalité financière. J'ai ouvert Excel et créé une simple feuille de calcul, le même type que j'avais utilisé pour gérer mes propres finances précaires après le départ de Jacques. 2 colonnes, revenus et dépenses. Brut, impitoyable, mathématiques. Ton salaire net mensuel est de 4 250 €, dis-je, en saisissant le chiffre qu'elle avait fourni à contre-cœur. Maintenant, listons chaque dépense fixe, une par une. Nous les avons ajoutées. Loyer de l'appartement, 3 200 €. Location de la voiture, 800 €. Assurance, 250 €. Téléphone, 120 €. Charges, électricité, eau, internet, environ 200 €. Remboursement minimum des cartes de crédit, actuellement 430 € sur 3 cartes. Service de streaming, 75 €. Abonnement à la salle de sport, 185 €. Et son rendez-vous mensuel au salon de coiffure, 320 €. Ça fait 5 580 €, murmura Amandine, les yeux fixés sur le total. Chaque mois, avant même d'acheter de la nourriture, des vêtements ou de sortir avec des amis. Oui, confirmai-je. Tu fonctionnes avec un déficit mensuel de 1 330 € avant toute dépense discrétionnaire. Mais comment est-ce possible? Je m'en suis bien sortie jusqu'à présent. Tu ne t'en es pas sorti du tout, corrigeai-je doucement. Je couvrais le déficit, plus une grande partie de tes dépenses par carte de crédit lorsqu'elles approchaient de la limite. Les cadeaux de ton père venaient en fait de moi. Elle se renversa sur le canapé, abasourdie. Alors, chaque mois, je dépensais environ, d'après mes relevés bancaires, environ 6 800 € à 7 200 € au total. Presque le double de mon revenu, chuchota-t-elle. Depuis des années. Je hochai la tête. Et cela n'inclut pas la compte sur ton appartement ou le dépôt de garantie initiale pour la location de ta voiture. C'étaient des virements uniques plus importants. Amandine resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur les mathématiques impitoyables de la feuille de calcul. Je pouvais presque la voir réécrire mentalement le récit de sa vie d'adulte, l'illusion d'indépendance financière s'effondrant face à ces simples chiffres. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle enfin en levant les yeux. « Pourquoi me laisser vivre si loin au-dessus de mes moyens ?» La question était juste, bien qu'elle ignorât sa résistance passée à tout conseil financier que j'avais tenté de lui offrir au fil des ans. Pourtant, je lui devais l'honnêteté maintenant. « Cela a commencé quand tu étais à l'université, » expliquai-je. Jacques avait promis de couvrir tes frais de scolarité, mais le moment venu, il avait des excuses. Des revers commerciaux, des problèmes de trésorerie temporaire. J'ai pris un deuxième emploi, donnant des cours particuliers le soir et le week-end pour compenser. Je sirotais mon thé, qui avait refroidi. Tu étais si fier de lui pour t'avoir payé tes études.
Je ne pouvais pas supporter de te prendre ça, surtout quand tu réussissais si bien académiquement. Puis après l'obtention de ton diplôme, quand tu as eu ton poste en marketing, j'ai insisté pour avoir l'appartement de luxe en centre-ville, se souvint-elle en grimaçant. Tu m'as déconseillé, tu as dit que c'était trop cher pour un premier emploi. Tu m'as dit que papa pensait que c'était un bon investissement pour ton image professionnelle, continuai-je. Qu'il aiderait avec la caution. Quand aucun argent n'est apparu de sa part, j'ai viré les fonds et je t'ai laissé croire que cela venait de lui. C'est devenu une habitude. Amandine passa à nouveau ses mains dans ses cheveux. Ce geste si semblable à celui de son père. J'ai été horrible avec toi, dit-elle doucement. Chaque fois que tu suggérais que je dépensais trop, je te jetais au visage que papa comprenait l'importance des apparences, de bien vivre, que ta mentalité de classe moyenne était la raison pour laquelle il était parti. La vieille blessure refit brièvement surface. Oui. Et pendant tout ce temps, il ne contribuait à rien, tandis que tu prenais des emplois supplémentaires et vivais dans cette petite maison pour subventionner mon style de vie. Sa voix se brisa. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment ai-je pu être si aveugle? Tu étais une enfant quand le divorce a eu lieu, dis-je. Les enfants créent des récits qui les protègent des vérités douloureuses. Tu avais besoin que ton père soit parfait parce que l'alternative, qu'il ait abandonné ses responsabilités envers toi, était trop douloureuse à accepter. Je ne suis plus une enfant, rétorqua-t-elle. J'ai 36 ans et j'ai été terrible avec le seul parent qui s'est réellement sacrifié pour moi. Son autorécrimination était douloureuse à voir, mais nécessaire. Des années de complaisance financière avaient contribué à sa situation actuelle. Nous portions toutes les deux la responsabilité. Elle pour son aveuglement volontaire, moi pour avoir permis que cela continue. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle en désignant la feuille de calcul. Je ne peux pas me permettre ma vie. Non, tu ne le peux pas, approuvai-je. Pas telle qu'elle est actuellement structurée. Tu as des choix à faire. Quels choix? Les maths ne fonctionnent pas. Les maths fonctionnent toujours, Amandine. C'est ce que j'ai essayé de t'enseigner. Quand les dépenses dépassent les revenus, tu as deux options. Augmenter les revenus ou réduire les dépenses. J'ajustai la feuille de calcul, créant une nouvelle colonne intitulée « Budget révisé ». Ton bail d'appartement est maintenant mensuel, n'est-ce pas? Quand elle hocha la tête, je continuai, il y a d'été 2 décents à Villeneuve pour 1600 €. C'est la moitié de ton loyer actuel. Villeneuve, c'est à 30 minutes du centre-ville, protesta-t-elle faiblement. Oui, beaucoup de gens font un trajet plus long pour un logement abordable, répondis-je d'un ton neutre. Ta location de voiture a encore 9 mois. C'est plus délicat à régler immédiatement, mais quand elle se terminera, acheter une voiture d'occasion fiable réduirait considérablement ton paiement mensuel. Un par un, nous avons passé en revue ses dépenses, trouvant des postes à couper, rétrogradant son forfait téléphonique, éliminant les services de streaming redondants, remplaçant la salle de sport exclusive par le centre sportif municipal, espaçant ses visites au salon de coiffure à toutes les 8 semaines au lieu de 4. On dirait une punition, dit-elle en regardant les chiffres révisés. Ce n'est pas une punition, Amandine. C'est la réalité. La réalité dont je t'ai protégée. La plupart des gens vivent selon leurs moyens parce qu'ils n'ont pas le choix. Je t'ai donné l'illusion de moyens plus importants que tu n'en avais, et c'était mon erreur. Elle resta silencieuse un moment. Et ton opération? Comment te la paies-tu? J'hésitai, puis décidai que l'honnêteté totale était la seule voie à suivre. Avec difficulté. Mon assurance couvre 80% après ma franchise de 2500 €. L'intervention coûte environ 40 000 €. Donc ma part est d'environ 10 000 € plus la franchise. J'ai épargné spécifiquement pour cela, mais cela épuisera la majeure partie de mon fonds d'urgence. Et la convalescence, le cardiologue a mentionné 3 mois avant que tu puisses reprendre le travail à plein temps. J'ai quelques congés maladie accumulés et je peux donner des cours particuliers limités depuis la maison après le premier mois. Ce sera serré. Je n'ai pas mentionné que les fonds que je lui avais détournés auraient rendu cette période beaucoup plus gérable. Amandine fixa la feuille de calcul, puis mon dossier de documents médicaux, son expression changeant alors qu'un calcul interne s'achevait. « Je veux aider », dit-elle soudainement. « Amandine, non. Écoute. C'est important. » Elle se redressa, me regardant droit dans les yeux. « J'ai profité de toi pendant des années sans même le savoir. Maintenant, tu as besoin d'aide. Et moi ?» Elle fit un geste impuissant vers les preuves financières de sa situation. « Je n'ai rien à donner. Pire que rien, j'ai des dettes et des obligations que je ne peux même pas honorer moi-même. » J'ai commencé à la rassurer, mais elle a continué, « Mais j'ai autre chose à offrir. J'ai fait des recherches depuis hier. Ton opération est mardi,
et tu auras besoin de quelqu'un pendant la convalescence. L'infirmière à domicile ne vient que quelques heures par semaine. Tu as besoin de quelqu'un ici. Sa voix devint plus forte, plus résolue. Je donne mon préavis pour mon appartement aujourd'hui. J'emménage pour t'aider pendant ta convalescence. La déclaration me prit complètement au dépourvu. Amandine, ce n'est pas nécessaire. C'est absolument nécessaire, insista-t-elle. Pas seulement pour toi, pour moi aussi. J'ai besoin de faire face à la réalité. Et une partie de cette réalité est que je ne peux pas me permettre mon appartement. Emménager ici temporairement résout 2 problèmes. Tu reçois des soins post-opératoires, et j'obtiens un répit pour rembourser mes dettes et économiser pour un endroit plus réaliste. J'étudiais le visage de ma fille, voyant là. Détermination remplaçait le choc et l'apitoiement de tout à l'heure. Pour la première fois dans notre relation d'adulte, elle offrait une solution qui reconnaissait la réalité plutôt que d'attendre que la réalité se plie à ses préférences. Tu n'as pas vécu à la maison depuis l'université, lui rappelai-je. Ce serait un ajustement important pour nous deux. Je sais. Elle sourit avec regret. Surtout pour toi, de devoir me supporter pendant ta convalescence. Mais je ne demande pas, maman. Je te dis ce qui va se passer. Pour une fois dans ma vie, je vais prendre mes responsabilités et être là pour toi comme tu l'as toujours été pour moi. L'ironie ne m'échappait pas que ma crise financière avait créé la première occasion pour ma fille de faire preuve d'un altruisme sincère. Peut-être y avait-il quelque chose à sauver de cette situation, après tout. D'accord, acceptai-je prudemment. Un arrangement temporaire pendant que je me remets et que tu réorganises tes finances. Elle hocha la tête, puis regarda de nouveau la feuille de calcul. Alors, à propos de ces cartes de crédit. Le week-end précédant mon opération se déroula dans un tourbillon d'activités. Amandine donna son préavis pour son appartement, négociant une résiliation anticipée qui, bien que coûteuse, était moins onéreuse que de continuer des paiements qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle arriva chez moi le dimanche matin avec ses affaires essentielles entassées dans son SUV de luxe, l'air à la fois déterminé et légèrement sous le choc. J'ai laissé la plupart de mes meubles dans l'appartement, expliqua-t-elle alors que nous transportions des cartons dans son ancienne chambre. Le gérant de l'immeuble a accepté de les vendre en dépôt-vente pour compenser une partie des frais de résiliation de bail. C'est ingénieux, notai-je, sincèrement impressionné. L'Amandine de la semaine dernière se serait attendue à ce que quelqu'un d'autre, probablement moi, résolve ce problème pour elle. Elle haussa les épaules. Il s'avère que quand on dit la vérité aux gens, qu'on a vécu au-dessus de ses moyens et qu'on doit faire des changements, ils sont parfois prêts à coopérer. Un sourire contrit traversa son visage. Bien que j'aie dû endurer un sermon du gérant sur la responsabilité fiscale, qui ressemblait étrangement à des choses que tu me dis depuis des années. Nous avons passé la journée à réorganiser ma modeste maison pour accueillir son retour. La chambre qu'elle avait utilisée pendant ses années de lycée était devenue mon bureau et mon espace de tutorat, mais nous avons déplacé les choses pour la rendre fonctionnelle pour les 2 usages. Je regardais Amandine affronter l'épreuve physique de sa réduction de train de vie, suspendant des vêtements de marque dans une armoire un quart de la taille de la précédente, rangeant des produits de soins de luxe sur une simple commode en bois au lieu de sa vanité de salle de bain sur mesure. Je n'arrive pas à croire que je suis de retour dans cette chambre, murmura-t-elle, assise sur le lit simple où elle avait passé son adolescence. J'étais si désespérée de m'en échapper, d'avoir une vie d'adulte glamour comme celle de papa. Je pensais que cette maison, ce quartier, était quelque chose à surmonter, pas à apprécier. Je m'assis à côté d'elle, notant comment le matelas s'affaissait sous notre poids combiné. Cette maison nous a gardés en sécurité pendant des années difficiles, dis-je. Elle n'est pas chic, mais elle est payée. Pas d'hypothèque signifie être libre d'un fardeau financier important. Une autre leçon que j'apprends trop tard, soupira-t-elle. Mon appartement était magnifique, mais c'était une prison financière. Je travaillais pour le payer, puis j'étais trop épuisée pour en profiter la plupart du temps. Je lui tapotai le genou, entendant une réelle compréhension dans ses mots pour peut-être la première fois. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, Amandine. J'apprends. Encore à 62 ans. Plus tard dans la soirée, alors que je passais en revue mes instructions préopératoires à la table de la cuisine, Amandine apporta une pile d'enveloppes et les posa devant moi. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Tous les relevés de cartes de crédit que j'ai pu trouver » répondit-elle en s'asseyant en face de moi. « J'ai besoin de ton aide pour comprendre l'ampleur réelle des dégâts. » Ensemble, nous les avons examinés méthodiquement. 3 cartes de crédit principales, toutes presque au maximum, plus des cartes de magasin pour ses boutiques préférées. Le total était stupéfiant. 27 500 € de dettes renouvelables, accumulant des intérêts à des taux compris entre 18% et 24,99%. Je ne payais que les minimums,
admit elle. Parfois même pas ça. Quand les temps étaient durs, c'est là que tu intervenais avec un virement que je pensais être. Eh bien, j'inventais différentes explications à différents moments. Une prime du travail, un cadeau de papa, de l'argent d'un compte d'investissement mythique. Les intérêts seuls te dévorent, observai-je, calculant rapidement. Tu paies plus de 500 € par mois juste en intérêts, sans même toucher au capital. Amandine hocha la tête, son expression sombre mais résolue. J'ai appelé toutes les compagnies de cartes de crédit aujourd'hui. J'ai fermé tous les comptes sauf ma plus ancienne Visa, que je garde pour les urgences. Ils travaillent avec moi sur des plans de remboursement, mais ça va quand même prendre des années. J'étais sincèrement surprise par cette approche proactive. C'est une étape importante. J'ai aussi parlé avec les RH au travail pour prendre des responsabilités supplémentaires, continua-t-elle. Il y a un programme de certification en marketing numérique qu'ils remboursent partiellement. Cela signifierait une promotion potentielle d'ici 6 mois. Tu as été bien occupée, remarquai-je en étudiant son visage. La femme autoritaire et sur la défensive qui avait déchiré ma carte de crédit quelques jours auparavant semblait transformée par le retour à la réalité de sa situation financière. Elle baissa les yeux, tripotant le bord d'un relevé de crédit. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir depuis jeudi. À l'argent, oui, mais aussi au schéma, à la façon dont j'ai répété l'approche de papa en matière de finances, en maintenant les apparences à tout prix, en évitant la réalité jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Je restai silencieuse, lui permettant ce moment de prise de conscience sans interruption. Il m'a appelé hier, continua-t-elle. Après que je lui ai dit que j'emménageais avec toi, il a essayé de m'en dissuader. Il a dit que je dégradais mon style de vie inutilement, que quelque chose finirait par arriver financièrement, comme toujours. Et qu'as-tu dit ? Demandai-je prudemment. Une lueur de son ancien feu apparut. Je lui ai dit que rien n'arrive par magie. Que ce qui s'est réellement passé, c'est que tu as discrètement couvert ces promesses non tenues et mes excès pendant des années. Que je préférais vivre selon mes moyens, plutôt que de continuer le cycle de fantaisie financière qu'il m'a appris. Ma poitrine se serra d'une émotion qui n'avait rien à voir avec mon état cardiaque. Ça a dû être une conversation difficile. Il ne l'a pas bien pris, admit elle. Il a dit que je devenais une radine comme toi. Comme si être financièrement responsable était une insulte. Elle secoua la tête. Avant, je pensais que son charisme et ses grands rêves le rendaient spécial. Maintenant, je vois qu'il était juste irresponsable et que je suivais le même chemin, ce niveau de conscience de soi de la part de ma fille était sans précédent. Pendant des années, Jacques avait été le père parfait et intouchable dans son esprit. Mes 12 tentatives pour introduire la réalité financière avaient été interprétées comme de l'amertume ou de la jalousie. Maintenant, confrontée aux preuves mathématiques de sa situation, elle réévaluait non seulement ses propres choix, mais aussi l'influence parentale qui les avait façonnés. Les deux chemins ont des conséquences, dis-je prudemment. Vivre au-dessus de ses moyens crée un faux sentiment de prospérité qui finit par s'effondrer. Mais être trop prudent peut signifier manquer des opportunités ou des joies en cours de route. Le défi est de trouver un équilibre. Amandine regarda ma modeste cuisine avec des yeux neufs. Toutes ces années, j'ai pensé que tu vivais comme ça parce que tu ne pouvais pas te permettre mieux. Je n'ai jamais considéré que tu pouvais choisir la sécurité financière plutôt que les sbroufs. Une maison payée et un fonds d'urgence ne rendent pas bien sur les photos pour les réseaux sociaux, observai-je avec un petit sourire, mais ils m'aident à dormir la nuit. Nous avons passé le reste de la soirée à préparer la maison pour mes besoins post-opératoires, en réarrangeant les meubles pour créer des passages clairs et en installant un coin couchage temporaire en bas pour que je n'aie pas à monter les escaliers au début de ma convalescence. En travaillant ensemble, j'ai remarqué des changements subtils dans notre dynamique. Amandine vérifiant si les tâches étaient trop fatigantes pour moi. Prenant l'initiative sans qu'on le lui demande. Abordant les problèmes de manière réfléchie plutôt que d'attendre des solutions immédiates. De petits changements qui suggéraient des transformations plus importantes en cours. Cette nuit-là, alors que je me préparais à aller au lit, Amandine frappa doucement à la porte de ma chambre. « As-tu besoin de quelque chose avant de te coucher ?» demanda-t-elle. « Des analgésiques ? De l'eau ? J'ai lu qu'il est important de rester hydraté avant une opération. »« Je vais bien, merci, » répondis-je, touchée par son inquiétude, juste un peu anxieuse pour mardi. Elle hésita sur le seuil. « J'ai appelé l'hôpital aujourd'hui pour confirmer que je suis sur ta liste de visiteurs autorisés et pour vérifier l'horaire de l'opération. Je serai là tout le temps. Tu n'as pas besoin de manquer le travail. »« J'ai déjà pris des jours de congé, » m'interrompit-elle fermement. 3 jours cette semaine, et ensuite je travaillerai à distance si nécessaire pendant ta convalescence initiale.
L'Amandine de la semaine dernière n'aurait jamais sacrifié son temps de travail et l'image professionnelle qu'elle cultivait si soigneusement pour les besoins de quelqu'un d'autre. Ce petit mais significatif ajustement laissait entrevoir une réorganisation des priorités qui me donnait de l'espoir. « Merci », dis-je simplement. Elle hocha la tête, puis ajouta doucement, « J'ai été horrible avec toi pendant si longtemps, maman. Je ne peux pas changer ça du jour au lendemain, mais je peux être là pour toi maintenant. Repose-toi bien. Nous avons une grosse journée mardi. » Alors qu'elle fermait ma porte, je restais allongé dans mon lit, contemplant le tournant inattendu que notre relation avait pris. Mon problème cardiaque, quelque chose que je redoutais de révéler à Amandine, était devenu le catalyseur de vérité et de réalignements attendus depuis longtemps. Peut-être y avait-il une symétrie mathématique à tout cela, après tout, alors que mon cœur physique avait besoin d'être réparé, notre lien émotionnel recevait enfin l'attention dont il avait besoin depuis des années. Demain apporterait des tests préopératoires, des préparatifs de dernière minute et sans aucun doute plus d'anxiété. Mais pour la première fois depuis des décennies, je n'affronterais pas ces défis seul ou en soutenant quelqu'un d'autre. Ma fille prenait le relais, aussi imparfaitement soit-il, pour me soutenir. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé l'évolution de notre relation, mais là encore, la vie suivait rarement des équations prévisibles. Le mardi arriva avec la clarté stérile d'un problème de mathématiques qui ne peut être évité, seulement résolu étape par étape méthodique. Amandine me conduisit à l'hôpital à 5h30 du matin comme demandé, les rues encore sombres et vides. Je m'étais attendu à un bavardage nerveux de sa part. Elle avait toujours traité l'anxiété par les mots, mais elle était étonnamment calme et concentrée. « As-tu ta carte d'identité et ta carte de mutuelle ?» demanda-t-elle alors que nous entrions dans le parking. « Oui, et la liste des médicaments, les directives anticipées et les formulaires de procuration. » Je tapotai mon sac à main. Amandine hocha la tête, trouvant une place de parking près de l'ascenseur. J'ai téléchargé le plan de l'hôpital et j'ai noté l'emplacement de la salle d'attente de cardiologie. J'ai mon ordinateur portable pour travailler à distance, un chargeur de téléphone et des vêtements de rechange au cas où les choses dureraient plus longtemps que prévu. Sa préparation me prit au dépourvu. C'était une facette d'Amandine que j'avais rarement vue. La professionnelle efficace et soucieuse des détails qu'elle était probablement au travail, mais qu'elle n'avait jamais montré à la maison. Notre relation avait toujours été définie par ses réactions émotionnelles et mes réponses pratiques. Cette inversion des rôles était à la fois déconcertante et touchante. Le processus d'admission fut un tourbillon de formulaires, de questions et de contrôles de sécurité répétitifs. Amandine s'occupa des détails administratifs pendant que je me changeais en blouse d'hôpital et me soumettais à la surveillance des signes vitaux et à la pose d'une perfusion. Lorsque l'infirmière demanda mon contact d'urgence, je réalisai avec un sursaut que j'avais toujours indiqué ma collègue Suzanne plutôt qu'Amandine, supposant que ma fille serait trop occupée ou peu fiable pour répondre en cas de crise. « Ma fille », dis-je en désignant Amandine. Elle est aussi ma personne de confiance pour les soins de santé. La salle d'attente préopératoire était remplie d'autres patients et de leurs familles. Nous étions tous suspendus dans cet étrange entre-deux d'anticipation et de crainte. Amandine s'assit à côté de moi, sa main couvrant parfois la mienne lorsqu'elle remarquait que mon anxiété montait. « Le chirurgien a réalisé plus de 3000 interventions valvulaires, » dit-elle doucement. Je me suis renseignée en profondeur sur lui. Ses résultats sont parmi les meilleurs de la région. Je me tournai vers elle, surprise. « Quand as-tu fait ça ?» Pendant le week-end, haussa-t-elle les épaules comme si c'était évident. J'avais besoin de comprendre exactement ce qui se passait avec ton cœur et qui allait le réparer. Une sensation de chaleur qui n'avait rien à voir avec les médicaments préopératoires se répandit dans ma poitrine. Ma fille s'était renseignée sur mon état et mon chirurgien. Un petit acte qui représentait néanmoins un changement sismique dans sa conscience de mes besoins. L'anesthésiste arriva pour expliquer la procédure, suivi de mon cardiologue puis du chirurgien lui-même, le docteur Dubois. Chacun me demanda si j'avais des questions, ce que je n'avais pas. J'avais fait des recherches approfondies avant d'accepter l'opération, mais Amandine me surprit à nouveau. « Quelle approche spécifique utiliserez-vous pour la réparation de la valve ?» demanda-t-elle au docteur Dubois. « Sternotomie traditionnelle ou minimalement invasive ?» Le docteur Dubois parut impressionné. « Nous allons effectuer une mini-thoracotomie droite, une petite incision entre les côtes plutôt que de fendre le sternum. Cela signifie une récupération plus rapide, bien que les premiers jours puissent encore être assez inconfortables. » Amandine hocha la tête, prenant une note sur son téléphone. « Et la durée prévue du séjour à l'hôpital. 4 à 5 jours si tout se passe bien, puis plusieurs semaines de convalescence à la maison avant de reprendre les activités normales. » « Merci », dit Amandine avec la même attention concentrée qu'elle utiliserait probablement lors d'une réunion d'affaires.
Je serai là tout le temps, alors veuillez me tenir informé régulièrement. Peu de temps après, l'équipe de transport arriva pour m'emmener en chirurgie. C'était le moment que je redoutais, non pas par peur de l'intervention elle-même, mais par peur de l'affronter seule. Jacques était parti bien avant mes précédentes opérations, une hystérectomie et une ablation de la vésicule biliaire, et Amandine avait été soit à l'université, soit trop occupée pour offrir plus qu'un appel téléphonique superficiel après. Mais aujourd'hui, alors qu'il se préparait à m'emmener, Amandine se pencha et me prit fermement la main. Je serai juste là à attendre, promit-elle, ses yeux croisant les miens. Tout va bien se passer, maman. Je gère. Je la crus. La chose suivante dont je me souviens est de me réveiller en salle de réveil, désorientée et souffrant considérablement malgré les médicaments. Une infirmière remarqua que j'étais consciente et s'approcha pour vérifier mes signes vitaux. Votre opération s'est bien passée, m'informa-t-elle en ajustant quelque chose sur ma perfusion. Le docteur Dubois a pu réparer la valve plutôt que de la remplacer, ce qui est le meilleur résultat. Votre fille a été mise au courant. J'entrai et sortis de la conscience pendant qu'il surveillait ma récupération initiale. Finalement, je fus transférée à l'unité de soins intensifs cardiologiques où la première personne que je vis fut Amandine se levant d'une chaise alors qu'il faisait rouler mon lit. Elle avait l'air fatiguée mais soulagée, se déplaçant immédiatement du côté du lit qui n'était pas encombré d'équipement médical. « Salut », dit-elle doucement. « Tu t'es bien débrouillé. Le chirurgien a dit que tout s'était parfaitement passé. » J'essayai de répondre, mais ma gorge était trop sèche et endolorie à cause du tube d'intubation utilisé pendant l'opération. Amandine attrapa immédiatement une tasse de copeaux de glace que l'infirmière avait préparée. « Petite gorgée », m'ordonna-t-elle en tenant la cuillère à mes lèvres. « Ils ont dit que ta gorge serait douloureuse pendant 1 jour ou 2 à cause du tube respiratoire. » Je réussis un minuscule hochement de tête, reconnaissante pour le froid apaisant contre ma gorge irritée. Après quelques copeaux de glace, chuchotai-je. « Quelle heure ? » « Il est un peu plus de 16 heures, » répondit-elle. « Tu as été en chirurgie environ 5 heures. Ils te surveilleront de près ce soir, mais tout semble bien jusqu'à présent. » Les 24 heures suivantes se déroulèrent dans un brouillard d'analgésiques, de contrôle des signes vitaux et de brefs moments de lucidité. À travers tout cela, Amandine resta une présence constante. Contrairement à la fille frénétique et égocentrique que j'avais connue, cette Amandine était attentive et calme, plaidant pour une gestion de la douleur quand j'en avais besoin, m'aidant avec le spiromètre incitatif que je devais utiliser toutes les heures pour prévenir les complications pulmonaires, et prenant des notes méticuleuses sur tout ce que l'équipe médicale disait. Le jeudi matin, j'étais plus alerte, assise dans mon lit et capable de prendre des liquides normalement. La douleur chirurgicale restait importante, mais gérable avec des médicaments, et mon équipe de soins était satisfaite de mes progrès initiaux. Vous vous en sortez exceptionnellement bien pour le 2e jour post-opératoire, commenta mon infirmière en cardiologie en vérifiant le site de l'incision. Avoir un bon soutien à la maison fait une énorme différence dans la récupération. Vous avez de la chance d'avoir une fille aussi dévouée. Je jetai un coup d'œil à Amandine, qui travaillait sur son ordinateur portable dans un coin de la chambre, ses cheveux tirés en une simple queue de cheval, vêtue d'un jean et d'un pull plutôt que de ses tenues de créateur habituellement soigneusement choisies. Elle leva les yeux et sourit, attrapant la fin du commentaire de l'infirmière. « J'apprends des meilleurs, » dit-elle. Maman s'est occupée de tout le monde pendant des décennies. C'est mon tour maintenant. Après le départ de l'infirmière, Amandine ferma son ordinateur portable et vint s'asseoir à côté de mon lit. J'ai parlé aux parents de tes élèves, dit-elle. Ils t'envoient tous leurs meilleurs vœux. Et le fils de Madame Martin a déposé un gratin à réchauffer quand tu rentreras à la maison. C'est gentil de sa part, murmurai-je, touché par le geste de la famille d'un de mes élèves de longue date. J'ai aussi mis en place une chaîne de repas, continua Amandine. Suzanne a aidé à l'organiser. Tes collègues et voisins se sont inscrits pour apporter des dîners pendant les 2 premières semaines après ton retour à la maison. Je la fixai, sincèrement stupéfaite. Tu as fait tout ça ? Elle hocha la tête, une pointe de son ancienne posture défensive revenant. C'est d'accord ? J'aurais dû demander avant, mais tu as tellement de gens qui voulaient t'aider, et je me suis dit. C'est plus que d'accord, l'interrompis-je doucement. Je suis juste surprise. Coordonner l'aide n'est pas quelque chose que je me serais attendue à ce que tu penses à faire. Amandine baissa les yeux, tripotant le bord de ma couverture. Je n'y ai pas pensé au début. C'est Suzanne qui l'a suggéré quand elle a appelé pour prendre de tes nouvelles. Elle a dit que tu avais organisé des choses similaires pour d'autres membres du corps enseignant quand ils étaient malades. Elle croisa à nouveau mon regard. Tu as créé tout ce réseau de soutien mutuel que je ne connaissais même pas parce que j'étais tellement concentrée sur ma propre vie. La perspicacité de son observation me frappa. C'était vrai.
Au fil des ans, j'avais bâti une communauté de collègues, de voisins et d'amis qui s'entraidaient dans les moments difficiles, non pas avec un soutien financier comme celui que j'avais fourni à Amandine, mais avec une assistance pratique et une présence émotionnelle. C'était une autre forme de richesse qui m'avait soutenue pendant les années solitaires après le départ de Jacques. La communauté compte, dis-je simplement. Plus que la marque de la voiture que tu conduis ou l'adresse sur ton courrier. Elle hocha la tête pensivement. Les femmes que je pensais être mes amies, celles avec qui je faisais du shopping et brinchais, aucune d'elles n'a appelé pour prendre de mes nouvelles depuis que j'ai quitté mon appartement. Mais ta collègue tutrice, Suzanne, que j'ai peut-être rencontrée 2 fois, a passé 1 heure à m'aider à organiser du soutien pour toi. Cette révélation ne me surprit pas. Amandine avait cultivé des relations basées sur l'apparence et le statut, tout comme Jacques l'avait fait. De telles connexions résistaient rarement aux changements de fortune ou de circonstances. La véritable amitié ne dépend pas de ce que tu as, lui dis-je. Elle dépend de qui tu es, même quand, surtout quand, les choses sont difficiles. Amandine réfléchit à cela, puis désigna mon verre d'eau. Besoin d'une recharge. Alors qu'elle m'aidait avec cette tâche simple, j'observais la manière prudente dont elle soutenait mon coude. Son attention à mon confort, de petites bontés qui révélaient une capacité à prendre soin que je ne lui connaissais pas. Peut-être que les quasi-catastrophes avaient une valeur éducative, après tout, tant financière que médicale. Parfois, nous avions besoin d'être dépouillés de nos prétentions pour découvrir ce qui restait au fond de nous. Je suis rentrée chez moi 5 jours après l'opération, épuisée mais en bonne voie de guérison, selon le docteur Dubois. La transition de l'hôpital à la maison a apporté de nouveaux défis. La gestion de la douleur sans la précision d'horloger des infirmières de l'hôpital. L'inconfort de dormir en position semi-assise pour réduire la pression sur mon cœur en convalescence. Et l'humiliante dépendance envers les autres pour les besoins de base. Amandine avait transformé mon salon en chambre temporaire, installant un lit médicalisé loué près de la fenêtre d'où je pouvais voir l'érable dans le jardin. Elle avait rangé mes médicaments dans un pilulier étiqueté, placé une sonnette à portée de main pour les urgences, et créé un classeur avec mes rendez-vous de suivi, mon horaire de médication et mes directives de convalescence. L'infirmière à domicile viendra demain matin, expliqua-t-elle en m'aidant à m'installer dans le lit. D'ici là, j'ai mis des alarmes sur mon téléphone pour les heures de tes médicaments, et j'ai téléchargé cette application d'exercice respiratoire que le kinésithérapeute respiratoire a recommandée. J'observais ma fille se déplacer efficacement dans la pièce, arrangeant les objets à ma portée, vérifiant que ma carafe d'eau était pleine, tout cela avec une compétence qui démentait son égocentrisme passé. Quelque part sous son image soigneusement entretenue d'opulence insouciante se trouvait cette personne capable, cachée peut-être même à elle-même. La première semaine à la maison établit notre nouvelle routine. Amandine travaillait à distance depuis la table de la salle à manger, d'où elle pouvait m'entendre si j'appelais, prenant des pauses pour m'aider avec de courtes sessions de marche dans la maison. Cruciale pour prévenir les caillots sanguins, mais épuisante dans mon état affaibli. L'infirmière à domicile venait 1 jour sur 2 pour vérifier mon incision, mes signes vitaux et mes progrès généraux. Les amis et les voisins déposaient des repas comme promis, restant souvent pour de brèves visites encourageantes qui me remontaient le moral. Pendant tout ce temps, Amandine gérait la maison avec une habileté surprenante, équilibrant ses responsabilités professionnelles avec mes besoins de soins et les exigences pratiques de la gestion d'un foyer. Elle n'était pas parfaite, oubliant parfois de lancer le lave-vaisselle ou mélangeant le blanc et les couleurs dans la lessive, mais sa volonté d'apprendre et de s'adapter était remarquable. Un soir, environ 10 jours après le début de ma convalescence, je me réveillai d'une sieste pour trouver Amandine assise à côté de mon lit, étudiant une pile de papier avec une concentration intense. « Sur quoi travailles-tu » demandai-je, ma voix encore rauque de sommeil. Elle leva les yeux, légèrement surprise. Des projections financières. J'essaie de calculer combien de temps il faudra pour rembourser mes dettes de carte de crédit, si j'y consacre chaque euro disponible. Et alors ? Environ 3 ans, en supposant que je maintienne mes dépenses réduites actuelles et que je consacre toute ma prime de fin d'année à la carte ayant le taux d'intérêt le plus élevé, soupira-t-elle en se frottant les tempes. C'est dégrisant de voir combien de temps il faut pour réparer des erreurs financières. Je me redressai, grimaçant à la tension sur mon incision en cours de cicatrisation. La reprise financière n'est pas si différente de la reprise physique. Les deux exigent de la patience, des efforts constants et l'acceptation que les progrès ne sont pas toujours linéaires. Au moins, ton cœur sera complètement guéri dans quelques mois, rétorqua-t-elle. Ma santé financière mettra des années à se rétablir. C'est vrai, mais considère l'alternative. Sans intervention, chirurgicale pour moi, budgétaire pour toi, les 2 conditions seraient finalement devenues terminales. Elle sourit à mon analogie. Toujours la prof de maths, à trouver des schémas et des équivalences.
Les mathématiques aident à donner un sens au chaos, répondis-je. Il y a un réconfort à savoir que certains principes restent constants même quand la vie ne l'est pas. Amandine mit de côté ses calculs et m'aida à ajuster mes oreillers. En parlant de constante, papa a appelé aujourd'hui. Mon rythme cardiaque augmenta légèrement, une réponse que le moniteur cardiaque aurait signalée si j'avais encore été à l'hôpital. Oh. Il voulait savoir si j'avais repris mes esprits et si j'allais retourner dans un appartement convenable. Sa voix avait une nouvelle pointe d'acier lorsqu'elle parlait de son père. Pas de la colère exactement, mais une évaluation lucide qui était absente auparavant. Il a proposé de se porter co-garant pour un bail pour moi. C'est généreux, remarquai-je d'un ton neutre. Amandine ricana. Généreux avec quoi? Son crédit est détruit par la faillite et il vit sur le canapé de son ami. C'est juste une autre promesse en l'air. Elle secoua la tête. Je lui ai dit que je restais ici jusqu'à ce que tu sois rétabli. Et que j'ai remboursé assez de dettes pour me permettre mon propre logement. Un logement dans mon budget réel, pas celui fantasmé dans lequel je vivais. Comment l'a-t-il pris? À peu près comme on pouvait s'y attendre. Elle me regarda droit dans les yeux. Il a dit que je parlais exactement comme toi maintenant. Il le disait comme une insulte, mais je l'ai pris comme un compliment. Cette simple déclaration me mit les larmes aux yeux, que j'essayais de chasser en clignant des yeux. Pendant des décennies, Amandine avait idolâtré Jacques et rejeté mes valeurs. Ce changement, subtil mais significatif, représentait une guérison d'un autre genre que ma guérison physique. Bref, continua-t-elle en attrapant un dossier sur la table de chevet. J'ai réfléchi à ce qui se passera après ta convalescence. Évidemment, je ne peux pas rester ici pour toujours. On finirait par se rendre folle, mais j'ai fait des recherches sur les locations abordables dans le coin. Elle me montra des annonces pour des appartements modestes à une distance raisonnable de son travail en transport en commun, des endroits qui correspondaient au budget que nous avions créé ensemble, avec un loyer ne dépassant pas 30% de ses revenus. Celui-ci a une petite deuxième pièce que je pourrais utiliser comme bureau, souligna-t-elle. Ce n'est rien comparé à mon appartement du centre-ville, mais c'est propre, sûr, et je pourrais réellement me le permettre sans virement supplémentaire de qui que ce soit. La planification minutieuse démontrait une maturité que je n'avais pas vue auparavant chez ma fille. Elle n'attendait plus de solutions financières magiques ou de sauvetage extérieur. Au lieu de cela, elle construisait un avenir durable basé sur ses ressources réelles plutôt que sur des vœux pieux. Ça a l'air parfait, lui dis-je sincèrement. Elle referma le dossier, son expression devenant sérieuse. Mais je ne vais nulle part tant que tu n'es pas complètement rétablie. C'est non négociable. Amandine, j'apprécie tout ce que tu as fait, mais je ne veux pas te retenir. Suzanne peut passer me voir et il y a l'infirmière à domicile. Maman, interrompit-elle fermement. Pendant 24 ans, tu t'es sacrifiée pour moi sans reconnaissance ni gratitude. Tu peux me laisser faire cette seule chose pour toi sans discuter. Présentée de cette façon, je ne pouvais pas refuser. D'accord. Elle hocha la tête, satisfaite, puis se leva pour répondre à la sonnette. Une autre livraison de repas de mon réseau de soutien. Alors qu'elle remerciait la voisine et rangeait la nourriture dans la cuisine, je réfléchis aux bénéfices inattendus de mon état cardiaque. Mon cœur physique guérissait progressivement, chaque jour apportant de petites améliorations en termes d'endurance. Et de confort. Mais quelque chose d'autre guérissait aussi. La relation avec ma fille que j'avais presque abandonnée. La vérité financière que je craignais qu'il aliénerait de façon permanente avait plutôt créé un espace pour l'honnêteté et la croissance. Aucune des deux guérisons ne serait rapide ou facile. Les deux laisseraient des cicatrices. La chirurgicale sur ma poitrine, la financière sur le rapport de crédit d'Amandine. Mais les cicatrices étaient la preuve de la guérison, pas seulement de la blessure. Elles marquaient l'endroit où les dommages s'étaient produits, mais aussi où la réparation avait eu lieu. Alors qu'Amandine revenait avec un plateau de nourriture, je réalisais que pour la première fois depuis des décennies, je laissais quelqu'un d'autre prendre soin de moi. Pas parfaitement, pas sans frictions occasionnelles, mais avec un effort sincère et une compétence croissante. Peut-être que cela aussi était une forme de guérison, apprendre à recevoir après une vie de dons. Mes réserves financières étaient peut-être épuisées par des années de soutien aux excès d'Amandine, mais nous construisions maintenant une autre sorte de richesse, basée sur le soutien mutuel et l'honnêteté plutôt que sur l'illusion et la complaisance. C'était une équation plus équilibrée, et comme tout mathématicien le sait, l'équilibre est essentiel à la stabilité à long terme. 6 semaines après ma convalescence, le docteur Dubois qualifia mes progrès d'excellents lors d'un rendez-vous de suivi. L'incision cicatrisait proprement. Mon niveau d'énergie s'améliorait et la valve réparée fonctionnait correctement, selon mon échocardiogramme le plus récent. Vous pouvez augmenter progressivement vos activités, conseilla-t-il.
De courtes promenades à l'extérieur, de légères tâches ménagères. Écoutez votre corps. La fatigue et un léger inconfort sont normaux, mais une douleur aiguë ou un essoufflement signifie que vous forcez trop. Amandine, qui m'avait accompagnée à chaque rendez-vous médical, prenait des notes soignées sur son téléphone. Quand peut-elle reprendre les cours particuliers ? Demanda-t-elle. Des heures limitées, bien sûr. Je dirais encore 2 semaines pour les sessions en personne, en supposant une progression continue, répondit le docteur Dubois. Commencez avec 1 ou 2 élèves, gardez les sessions sous 1 heure, et voyez comment vous vous sentez. C'était une bonne nouvelle. Au-delà de la nécessité financière de reprendre le travail, mes élèves et la stimulation mentale de l'enseignement me manquaient. La période de convalescence prolongée avait mis à rude épreuve mes économies limitées, même avec l'argent que j'avais mis de côté spécifiquement à cet effet. Alors que nous rentrions en voiture, Amandine était inhabituellement silencieuse, ses pensées clairement ailleurs malgré le bilan médical positif. « Quelque chose te préoccupe ? Demandai-je. Elle hésita, puis soupira. La conseillère financière a appelé pendant que tu te changeais chez le médecin. Je ne voulais pas en parler avant la fin de ton rendez-vous. Mon estomac se noua. Peu après mon opération, Amandine avait demandé l'aide d'une association d'aide aux personnes surendettées, espérant développer un plan structuré pour régler sa dette considérable. La conseillère l'avait aidée à négocier avec les créanciers et à créer une stratégie de remboursement réaliste. Qu'a-t-elle dit ? Elle a examiné ma situation financière complète, y compris l'argent que tu as viré sur mes comptes au fil des ans. Amandine gardait les yeux sur la route, ses doigts blanchissant légèrement sur le volant. Selon ses calculs, tu m'as donné environ 142 000 € depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire, sans compter les frais de scolarité et les frais de subsistance pendant mes études. Le chiffre précis me surprit. Je n'avais jamais fait le total, me concentrant plutôt sur la gestion de chaque virement au besoin. Entendre le montant cumulé, près de la moitié de la valeur de ma modeste maison, était dégrisant. C'est plus que je ne le pensais, admis-je. C'est plus que ce que nous pensions toutes les deux, acquiesça-t-elle doucement. Elle a suggéré que je devrais considérer cela comme un prêt plutôt qu'un cadeau, établir un plan de remboursement avec mes autres dettes. Je commençai à protester, mais Amandine continua, je suis d'accord avec elle. J'y pense depuis des semaines. En fait, cet argent était destiné à ta retraite, maman, à ta sécurité. Au lieu de cela, il a servi à maintenir mon style de vie artificiel pendant que tu continuais à travailler bien après l'âge où tu aurais dû prendre ta retraite. Nous sommes arrivés à la maison, mais sommes restés assises dans la voiture pendant qu'elle finissait sa pensée. Je veux te rembourser, déclara-t-elle fermement. Pas tout d'un coup, évidemment. C'est impossible avec mes finances actuelles, mais au fil du temps, avec un plan structuré, tout comme mes autres dettes. Amandine, ce n'est pas nécessaire. C'est absolument nécessaire, m'interrompit-elle en se tournant complètement vers moi. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de responsabilité. Pendant des années, je t'ai reproché d'être contrôlante ou avare tout en bénéficiant secrètement de ta générosité. J'ai mal pris tes conseils financiers tout en dépendant de ton soutien financier. La dissonance cognitive était, c'était une forme d'auto-illusion dont je ne suis pas fière. Sa perspicacité me prit au dépourvu. Ce niveau de conscience de soi représentait une croissance émotionnelle significative. J'apprécie l'intention, dis-je prudemment. Mais je n'ai jamais considéré ces virements comme des prêts. C'étaient des cadeaux, aussi mal avisés qu'ait pu être mon approche. C'est ça le problème, rétorqua-t-elle. C'étaient des cadeaux que je n'ai pas mérités, appréciés ou même reconnus. Les appeler des cadeaux me dédouanent trop facilement. Elle prit une profonde inspiration. J'ai besoin de réparer ça, maman. Pas seulement pour ta sécurité financière, mais pour ma propre intégrité. Je considérais sa position alors que nous entrions et que je m'installais dans mon fauteuil inclinable. Le lit d'hôpital avait été rendu la semaine précédente, un autre signe de progrès. La détermination d'Amandine à me rembourser ne concernait pas seulement l'argent lui-même, mais aussi l'établissement d'un schéma plus sain dans notre relation et dans son approche des finances. Si c'est important pour toi, dis-je finalement, alors je ne m'y opposerai pas. Mais je veux des conditions réalistes qui ne te créeront pas de difficultés pendant que tu t'occupes aussi de tes dettes de carte de crédit. Amandine hocha la tête, soulagée par mon acceptation. La conseillère a suggéré un paiement symbolique pour commencer, peut-être 100 € par mois, avec des augmentations à mesure que ma situation financière s'améliore. Elle a également recommandé que nous formalisions cela par un simple accord écrit, non juridiquement contraignant, mais comme un engagement symbolique. Cela semble raisonnable. Elle sourit timidement. Il y a autre chose. En examinant mes habitudes de dépenses, elle a remarqué quelque chose d'intéressant.
Mes dépenses les plus excessives coïncidaient souvent avec des visites ou des appels téléphoniques avec papa. Ce schéma ne me surprit pas. Jacques avait toujours utilisé la complaisance matérielle comme substitut à la connexion émotionnelle. Même pendant notre mariage, sa réponse à tout conflit ou déception était d'acheter quelque chose, un comportement qu'Amandine avait observé et intériorisé dès son plus jeune âge. Elle a suggéré que je pourrais bénéficier de parler à quelqu'un de ma relation avec lui, continua Amandine. Une thérapeute spécialisée dans les dynamiques familiales. Elle dit que les comportements financiers sont souvent liés à des schémas émotionnels plus profonds. Cela semble perspicace, répondis-je prudemment, ne voulant pas paraître trop enthousiaste à l'idée d'une réévaluation potentielle de sa relation avec Jacques. Amandine hocha la tête, l'air à la fois nerveuse et déterminée. J'ai déjà pris un premier rendez-vous pour la semaine prochaine. L'aveu me stupéfia. Amandine avait toujours rejeté toute suggestion de thérapie, la considérant comme un aveu de faiblesse ou d'échec. Le fait qu'elle ait cherché cela de manière indépendante représentait un changement significatif dans sa perception d'elle-même. « Je suis fière de toi », dis-je simplement. Elle parut surprise, puis heureuse de cet éloge direct. « J'essaie, maman. Je sais que 6 semaines de meilleurs choix n'effacent pas des années de comportement égocentrique, mais je veux être différente. Meilleure. Le changement ne consiste pas à effacer le passé, lui dis-je. Il s'agit de créer un avenir différent. » Notre conversation fut interrompue par la sonnette. Suzanne arrivait avec des courses qu'elle avait faites pour nous. Alors qu'Amandine allait l'aider à décharger la voiture, je réfléchis au voyage inattendu que nous avions entrepris depuis mon diagnostic cardiaque. La guérison physique se déroulait selon les attentes médicales. Mais la guérison émotionnelle et relationnelle avait pris un cours qu'aucun cardiologue n'aurait pu prédire. Plus tard dans la soirée, alors qu'Amandine préparait le dîner, un simple poulet rôti avec des légumes, bien loin des plats à emporter coûteux qui avaient été son habitude quotidienne, j'entendis sa conversation téléphonique avec une compagnie de cartes de crédit. Son ton était respectueux, mais ferme, alors qu'elle négociait les conditions de paiement, ni autoritaire ni sur la défensive, reconnaissant sa responsabilité tout en plaidant pour des conditions gérables. « Merci de coopérer avec moi sur ce point », conclut-elle. « Je comprends qu'il faudra du temps pour rétablir ma cote de crédit, mais je m'engage à honorer cet accord. » Alors qu'elle terminait l'appel et retournait à la cuisine, je fis semblant d'être absorbé par mon livre, ne voulant pas la gêner en reconnaissant que j'avais entendu. Mais en privé, je m'émerveillais de la croissance évidente dans cette simple conversation. La fille qui avait autrefois déchiré ma carte de crédit dans un accès de rage autoritaire s'occupait maintenant méthodiquement de ses obligations financières avec maturité et prévoyance. La guérison, semblait-il, se présentait sous de nombreuses formes. Certaines impliquant des incisions chirurgicales et une réadaptation cardiaque, d'autres des feuilles de calcul et des conversations difficiles. Les deux exigeaient de la patience, de la constance et la volonté d'affronter des réalités inconfortables. Mon cœur, à la fois l'organe physique et le centre émotionnel de mon être, guérissait d'une manière que je n'avais pas osé espérer au début de ce voyage. 3 mois après mon opération, la vie avait trouvé un nouveau rythme. J'avais repris les cours particuliers à un rythme limité, commençant avec seulement 2 élèves et en ajoutant progressivement d'autres à mesure que mon endurance s'améliorait. Amandine continuait de travailler à distance la plupart du temps, bien qu'elle passe maintenant 2 jours par semaine à son bureau en centre-ville. Notre cohabitation avait trouvé son équilibre, non sans frictions occasionnelles, mais avec un respect mutuel croissant qui avait été absent de notre relation précédente. Un matin d'octobre frais, Amandine annonça qu'elle serait absente pour la journée. « J'ai prévu un déjeuner avec papa », expliqua-t-elle, une tension sous-jacente dans sa voix. « Nous devons parler de certaines choses. »« Bien sûr », répondis-je, essayant de paraître neutre malgré mon inquiétude. Ses séances de thérapie au cours des 2 derniers mois s'étaient fortement concentrées sur sa relation avec Jacques, décortiquant les schémas de manipulation émotionnelle et d'irresponsabilité financière qu'elle avait intériorisés de lui. Ce déjeuner représentait sa première tentative d'établir des limites plus saines en personne, plutôt que simplement par téléphone. « Je ne m'attends pas à des miracles », ajouta-t-elle, lisant clairement mon inquiétude. Le docteur Lavigne et moi avons discuté des résultats réalistes. Il s'agit de clarté, pas de confrontation. Je hochai la tête, impressionné par son approche mesurée. « Tu te connais mieux maintenant. Cela fait une différence dans toute conversation difficile. » Après son départ, je me sentis agité, incapable de me concentrer sur les plans de cours pour les séances de tutorat de la semaine suivante. Mon inquiétude n'était pas qu'Amandine retombe dans ses anciens schémas. Elle avait fait preuve d'une constance remarquable dans sa nouvelle conscience financière et émotionnelle. Je m'inquiétais plutôt de l'impact de Jacques sur sa confiance encore en évolution. Il avait toujours été doué pour saper toute perspective qui remettait en cause ses récits intéressés.
Pour me distraire, je décidai de trier des papiers qui s'étaient accumulés pendant ma convalescence. Parmi les relevés médicaux et la correspondance d'assurance, je trouvai une enveloppe que je ne reconnus pas, adressée à Amandine, mais livrée chez nous, probablement un relevé d'un de ses créanciers qui n'avait pas encore été mis à jour avec son changement d'adresse. Je la mis de côté pour la lui donner plus tard, puis continuai à organiser les papiers jusqu'à ce que mon énergie baisse et que j'ai besoin de me reposer. Ma convalescence progressait bien, mais la fatigue me tombait encore dessus de manière inattendue, un humble rappel du traumatisme majeur que mon corps avait subi. Amandine revint en milieu d'après-midi, son expression un mélange complexe d'émotions que je ne pus déchiffrer immédiatement. « Comment s'est passé le déjeuner ?» demandai-je prudemment. Elle posa son sac à main délibérément, comme pour gagner du temps pour organiser ses pensées. « Éducatif », répondit-elle finalement. Papa a été exactement comme je m'y attendais et complètement surprenant en même temps. J'attendis, lui permettant de traiter à son propre rythme. Il a essayé toutes les tactiques habituelles, le charme, la déviation, la minimisation de mes préoccupations. Mais quand il a réalisé que je ne répondais pas comme avant, il est passé à quelque chose de nouveau. Elle s'affaissa sur le canapé à côté de moi. Il s'est mis à pleurer. Maman a pleuré pour de vrai, disant que sa vie s'était effondrée et qu'il avait besoin de mon aide. Un œuf froid se forma dans mon estomac. Les manipulations de Jacques s'intensifiaient généralement lorsque ses approches initiales échouaient, suivant une progression prévisible. Charme, culpabilité, colère, et enfin, quand tout le reste avait échoué, la vulnérabilité, généralement performative plutôt que sincère. Quel genre d'aide ? Demandai-je prudemment. Financière, bien sûr. Le rire d'Amandine n'avait rien d'amusant. Il se fait expulser de chez son ami. Il a besoin du premier et du dernier mois de loyer, plus la caution pour un appartement. Environ 4 000 € au total. Et qu'as-tu dit ? Elle me regarda droit dans les yeux. J'ai dit non. Cette simple déclaration resta en suspens entre nous, représentant un changement sismique dans la relation d'Amandine avec son père. Pendant toute sa vie d'adulte, elle avait répondu aux urgences financières de Jacques soit en essayant d'aider directement quand elle le pouvait, soit en se sentant coupable quand elle ne le pouvait pas. Ça a dû être difficile, observai-je. Ça l'a été, reconnut-elle, surtout quand il a pleuré plus fort et a dit que je l'abandonnais comme tout le monde. Mais alors quelque chose d'étrange s'est produit. Elle se pencha en avant, son expression intense. J'ai ressenti ce moment de clarté absolue. Je me suis souvenu d'avoir dit presque exactement les mêmes mots à toi, quand tu m'as demandé d'utiliser ma carte de crédit pour tes frais médicaux. Le parallèle était éclairant. Je restai silencieuse, sentant qu'elle avait besoin de travailler sur cette prise de conscience, sans mon intervention. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider parce que je gérais ma propre reprise financière, continua-t-elle, que je travaillais à réparer les dégâts de plusieurs années à vivre au-dessus de mes moyens. Et puis, c'est la partie que je n'arrive toujours pas à croire, je lui ai suggéré de contacter une association d'aide aux surendettés et je lui ai donné les informations de celle qui m'aide. Comment a-t-il réagi ? Demandai-je, bien que je puisse facilement imaginer la réaction de Jacques à un conseil aussi pratique. Il s'est mis en colère, a dit que j'étais devenue froide, tout comme toi. Elle secoua la tête. C'est là que j'ai réalisé que chaque fois que l'une de nous deux agit de manière responsable avec l'argent, il nous traite de froide, de coincée ou de pas drôle. Il nous a conditionnés à associer la responsabilité financière à des traits de personnalité négatifs. Cette prise de conscience, que j'avais comprise depuis des années, mais que je n'avais jamais pu communiquer efficacement à Amandine, venait maintenant de sa propre observation. Le pouvoir de cette réalisation directe dépassait de loin tout ce que j'aurais pu lui dire. C'est une tactique de manipulation, confirmai-je doucement. Une qu'il a utilisée avec succès pendant des décennies. Sur nous deux, acquiesça-t-elle. Mais ça ne marche plus. Du moins, pas sur moi. Elle fit une pause, puis ajouta « Oh, j'ai failli oublier. Y a-t-il eu du courrier pour moi aujourd'hui ?» Je récupérai l'enveloppe que j'avais mise de côté plus tôt. Juste ça, probablement un relevé d'un de tes créanciers. Amandine examina l'enveloppe, le front plissé. C'est de Midwest Financial Service. Je n'ai aucun compte chez eux. Elle l'ouvrit avec précaution, dépliant la lettre à l'intérieur. En lisant, son expression passa de la confusion à l'incrédulité. « Maman » commença-t-elle, puis s'arrêta, la voix étranglée. « Tu dois voir ça. » La lettre était une réponse à une demande de prêt apparemment soumise au nom d'Amandine 3 semaines plus tôt. Une demande de 25 000 € qui avait été refusée en raison d'un crédit insuffisant. Ce qui attira mon attention, cependant, fut la signature numérisée au bas du formulaire de demande inclus avec la lettre de rejet. C'était la signature d'Amandine, ou plutôt un fac-similé raisonnable qui n'alerterait pas quelqu'un de peu familier avec son écriture réelle.
Mais ayant vérifié ses devoirs pendant des années et reçu des cartes d'anniversaire et des notes tout au long de sa vie, je reconnus immédiatement qu'elle n'était pas authentique. Je n'ai jamais demandé ce prêt, déclara Amandine, la voix tendue par une colère contenue. Je n'ai même jamais entendu parler de cette société. Serait-ce un vol d'identité ? Suggérai-je, bien qu'un soupçon écœurant se formait déjà. Amandine resta silencieuse un long moment, fixant la signature. Le déjeuner d'aujourd'hui n'était pas une coïncidence, dit-elle finalement. Papa savait que cette lettre arrivait. Il essayait d'obtenir mon aide financière avant que je ne la reçoive. La conclusion semblait inéluctable, mais toujours choquante dans ses implications. Tu penses que ton père a falsifié ta signature sur une demande de prêt ? Je sais qu'il l'a fait, répondit-elle avec une certitude sombre. Regarde l'adresse sur la demande. C'est chez son ami où il loge, et le numéro de téléphone indiqué comme le mien, c'est son portable. Mon cœur se serra pour elle, non pas à cause de mon incision chirurgicale, mais en assistant à cette douloureuse révélation. Amandine, je suis tellement désolée. Ne le sois pas, dit-elle, sa voix se raffermissant. C'est en fait clarifiant. Toutes ces années, j'ai pensé qu'il était juste financièrement irresponsable. Mais ça, c'est de la fraude pure et simple. Il était prêt à détruire mon crédit, que je travaille si dur à réparer, pour résoudre son problème de logement temporaire. Elle replia soigneusement la lettre, ses mouvements délibérés et contrôlés. Je dois contacter cette société immédiatement pour signaler la fraude. Ensuite, je devrais probablement déposer une plainte à la police pour me protéger légalement. La réponse rationnelle et méthodique me surprit. L'Amandine d'il y a 6 mois aurait été submergée par le tumulte émotionnel, le déni, les excuses, peut-être même m'accusant d'une manière ou d'une autre de l'avoir retournée contre son père. Cette approche mesurée, face à une découverte profondément douloureuse, démontrait le chemin qu'elle avait parcouru. « Voudrais-tu que je t'aide avec quoi que ce soit ?» offris-je. Elle réfléchit, puis hocha la tête. « En fait, oui. Pourrais-tu relire la lettre que je vais rédiger à la société de prêt ? Pour t'assurer qu'elle est claire et complète. » Bien sûr. Alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre pour commencer à gérer cette nouvelle crise, je restais sur le canapé, digérant ce qui venait de se passer. La révélation de la volonté de Jacques de commettre une fraude en utilisant l'identité de sa fille était choquante, mais pas entièrement surprenante. Elle représentait une escalade de son exploitation financière habituelle, mais suivait le même schéma fondamental. Ce qui était vraiment remarquable, c'était la réponse d'Amandine, la clarté avec laquelle elle reconnaissait la violation, son refus de la minimiser ou de l'excuser, et sa concentration immédiate sur des solutions pratiques plutôt que sur un effondrement émotionnel. 6 mois auparavant, une telle découverte l'aurait peut-être dévastée. Aujourd'hui, elle semblait renforcer sa détermination à créer des schémas plus sains dans sa vie. Mon cœur physique guérissait selon les attentes médicales. Le cœur métaphorique d'Amandine, son noyau émotionnel et son système de valeurs, subissait sa propre reconstruction, peut-être plus profonde que ma réparation chirurgicale. Les deux processus impliquaient de la douleur, mais tous deux promettaient une plus grande force et une meilleure fonction de l'autre côté de la guérison. L'incident de la fraude au prêt marqua un tournant dans la relation d'Amandine avec son père. Après avoir signalé la falsification à l'institution financière et déposé une plainte à la police, des étapes difficiles qu'elle accomplit avec un sang-froid remarquable, elle prit la décision douloureuse de couper complètement contact avec Jacques, du moins temporairement. « Il ne s'agit pas de punition », expliqua-t-elle lors d'une de nos conversations du soir. « Il s'agit de protéger ma sécurité financière, ma santé émotionnelle et mon processus de rétablissement. Le docteur Lavigne appelle cela une limite nécessaire, pas une fermeture de porte permanente. » Je hochai la tête, comprenant la distinction. Contrairement aux ruptures relationnelles dramatiques de Jacques, qu'il utilisait comme des armes lorsque les gens ne répondaient pas à ses exigences, la décision d'Amandine venait d'un lieu d'autopréservation plutôt que de manipulation ou de représailles. Les semaines qui suivirent apportèrent une guérison continue, à la fois physique et relationnelle. Au 4e mois de ma convalescence, le docteur Dubois me donna le feu vert pour des activités normales avec des restrictions mineures. Je repris mon programme complet de tutorat, bien que je me fatigue encore plus facilement qu'avant l'opération. Amandine poursuivit son suivi en matière de conseil en crédit et ses séances de thérapie, réalisant des progrès constants tant sur sa santé financière qu'émotionnelle. Un soir frais de novembre, alors que nous partagions un simple dîner de soupe et de pain, Amandine aborda un sujet qui flottait tacitement entre nous. « J'ai regardé plus sérieusement les appartements », dit-elle en remuant sa soupe pensivement. « Le complexe de Villeneuve a un T2 disponible le mois prochain. C'est dans mon budget, même avec le plan de remboursement de la dette. » Bien que je sache que cette conversation était inévitable, je ressentis un pincement surprenant à la perspective de son départ.
Ces mois de cohabitation, malgré des frictions occasionnelles, nous avaient donné l'occasion de développer une relation plus saine que nous n'en avions eue depuis des décennies. C'est celui près du lycée technique ? Demandai-je, me souvenant qu'elle m'avait montré des annonces des semaines plus tôt. Elle hocha la tête. Le trajet pour le travail est gérable, et le quartier semble sûr. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais... Elle sourit légèrement, j'ai développé une nouvelle appréciation pour ce qui n'est pas extraordinaire, mais fonctionnel. Ça a l'air parfait, lui dis-je sincèrement. Quand déménagerais-tu ? C'est ce dont je voulais discuter. Elle posa sa cuillère, me regardant droit dans les yeux. Mon engagement de 6 mois pour aider à ta convalescence sera rempli le mois prochain. Médicalement, tu vas bien, mais je ne veux pas que tu penses que je t'abandonne si je déménage. L'inquiétude dans sa voix me toucha profondément. Pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, Amandine avait pris des décisions sans trop se soucier de leur impact sur les autres. Cette approche réfléchie d'une transition potentielle représentait une croissance significative. Tu as plus que rempli ton engagement, l'assurai-je. Ma convalescence a remarquablement bien progressé, en grande partie grâce à ton aide. Tu mérites de retrouver ta propre vie indépendante, une vie plus saine cette fois. Le soulagement traversa ses traits, suivi d'une émotion plus complexe que je ne pus identifier immédiatement. Il y a autre chose, continua-t-elle. Une partie de mon plan de redressement financier consiste à augmenter mes revenus. Une opportunité s'est présentée au travail, une promotion au poste de stratège marketing senior. Cela signifierait une augmentation de salaire significative, ce qui accélérerait le remboursement de ma dette. C'est merveilleux, répondis-je, sincèrement heureuse pour elle. Tu mérites certainement une reconnaissance pour tes capacités professionnelles. Il y a un hic, admit-elle. Cela nécessiterait quelques déplacements. Des voyages trimestriels dans les bureaux régionaux, plus des réunions occasionnelles avec des clients dans d'autres villes. Rien d'excessif, mais je serai absente quelques jours par mois environ. Je compris enfin son hésitation. Et tu t'inquiètes de me laisser seule pendant ces périodes. Elle hocha la tête. Je sais que tu vas bien, mais l'idée que tu sois ici seule s'il arrivait quelque chose. Amandine, dis-je doucement, je me suis débrouillée seule pendant des années avant mon opération. J'ai des amis, des voisins, un système d'alerte médicale si nécessaire. Tu ne peux pas structurer toute ta carrière autour du fait d'être mon filet de sécurité. Je le sais logiquement, reconnut-elle, mais je sais aussi que pendant des années, j'ai tenu ton soutien pour acquis sans rien donner en retour. L'idée de revenir à cette dynamique unilatérale me semble mauvaise, même si les circonstances sont différentes. Sa conscience de notre précédent schéma malsain m'impressionna. Beaucoup de gens répètent des dynamiques relationnelles dysfonctionnelles sans jamais les reconnaître, et encore moins en travaillant activement à les changer. Et si nous abordions cela de manière mathématique ? Suggérai-je, retombant sur mon cadre de résolution de problèmes préféré. Identifions les besoins réels et les solutions potentielles plutôt que de travailler à partir de suppositions émotionnelles. Amandine sourit légèrement à mon approche caractéristique. D'accord, professeur Wilson, faisons les calculs. Ensemble, nous avons analysé la situation objectivement. Mon état de santé actuel, bon avec des considérations normales liées à l'âge. Système de soutien existant, des liens communautaires solides. Et des préoccupations pratiques, principalement le transport pour des suivis médicaux occasionnels lorsqu'elle serait en déplacement. Donc, le vrai problème n'est plus l'assistance quotidienne, conclut Amandine, mais d'avoir un soutien pour des situations spécifiques et des urgences. Exactement. Et il existe de multiples solutions pour ces besoins spécifiques qui ne t'obligent pas à limiter ton avancement de carrière. Elle hocha la tête, l'air soulagé. Je peux coordonner avec Suzanne ou tes autres amis pour le transport quand je suis en voyage, et nous pourrions envisager un de ces services d'alerte médicale avec détection de chute juste pour une sécurité supplémentaire. Ce sont des précautions raisonnables, approuvai-je. Mais je veux que tu acceptes cette promotion sans réserve. Tu l'as méritée grâce à tes capacités professionnelles, et elle représente une étape importante dans ton redressement financier. L'expression d'Amandine s'adoucit. C'est étrange. Pendant des années, j'ai couru après les titres de poste et les augmentations de salaire pour financer un style de vie que je ne pouvais pas réellement me permettre. Maintenant, je suis excitée par cette promotion principalement parce qu'elle m'aidera à rembourser mes dettes plus rapidement et, à terme, à reconstituer mon épargne. C'est une perspective plus saine, observai-je. Le succès mesuré par la sécurité financière plutôt que par l'acquisition matérielle. Je l'ai appris de toi, dit-elle doucement, bien que j'ai mis beaucoup trop de temps à apprécier la leçon. La conversation passa aux détails pratiques. Quand elle visiterait l'appartement, quels meubles elle aurait besoin,
minimum compte tenu de ces nouvelles contraintes budgétaires, comment nous organiserions la transition pour maintenir un contact régulier sans la proximité forcée de la cohabitation. J'aimerais que nous gardions nos dîners du dimanche, suggéra-t-elle. Et peut-être que je pourrais encore aider avec ton jardin le week-end. Tu ne devrais pas faire les travaux les plus lourds pendant un certain temps encore. J'aimerais beaucoup ça, répondis-je, touché par son désir de maintenir un lien significatif plutôt que de simples visites obligatoires. Alors que nous débarrassions la table ensemble, un petit rythme domestique que nous avions établi pendant ma convalescence, je réfléchis à l'improbabilité mathématique de notre relation actuelle. Si quelqu'un m'avait suggéré il y a 6 mois qu'Amandine vivrait avec moi, m'aiderait dans ma convalescence, réglerait ses problèmes financiers de manière responsable et maintiendrait des limites appropriées avec son père, j'aurais calculé la probabilité à presque 0. Pourtant, nous étions là, naviguant une transition qui reconnaissait à la fois l'indépendance et l'interdépendance, une équation bien plus saine que la dynamique codépendante qui avait caractérisé notre relation précédente. Plus tard dans la soirée, alors que je me préparais à aller au lit, je trouvai un petit paquet sur ma table de chevet avec une note écrite de la main d'Amandine. Un merci semble insuffisant, mais c'est un début. Affectueusement, A. À l'intérieur se trouvait un pendentif en argent en forme de cœur. Non pas le symbole stylisé de la Saint-Valentin, mais un cœur anatomiquement correct avec ses cavités et ses valves clairement définies. La carte jointe disait « Pour la femme qui m'a appris que la vraie force vient du cœur, à la fois celui physique que tu as guéri et celui métaphorique dont tu as toujours été l'exemple. Merci de m'avoir donné le temps et l'espace de trouver le mien. » J'attachai le collier autour de mon cou, le poids du cœur en argent reposant contre ma cicatrice chirurgicale, une juxtaposition poétique de la guérison physique et émotionnelle qui s'était produite ces derniers mois. Certains problèmes mathématiques ont plusieurs solutions correctes. D'autres nécessitent des approximations plutôt que des réponses exactes. L'équation de ma relation avec Amandine n'avait jamais été facilement résoluble. Mais nous avions enfin trouvé une expression équilibrée qui honorait les deux côtés. Pas parfaite, mais approchant d'un équilibre plus optimal que je n'avais jamais osé l'espérer pendant ces difficiles années de complaisance et de ressentiment. Un matin lumineux de décembre, 6 mois après mon opération, et précisément 2 semaines après qu'Amandine eut emménagé dans son modeste appartement de Villeneuve, j'étais assise à la table de ma cuisine, examinant mes finances. Les factures médicales avaient enfin cessé d'arriver. Les demandes d'assurance étaient réglées, et je pouvais maintenant évaluer l'impact total de mon aventure cardiaque sur ma situation financière. Les chiffres étaient dégrisants, mais pas catastrophiques. Mon fonds d'urgence était épuisé, et j'avais dû retirer une petite somme de mon épargne retraite pour couvrir les dernières factures. Les années de subvention du style de vie d'Amandine m'avaient certainement laissé plus vulnérable que je n'aurais dû l'être à 62 ans. Mais une budgétisation minutieuse me permettrait de reconstituer progressivement mes réserves. Ma calculatrice et mes feuilles de calcul, des outils qui m'avaient guidé à travers des décennies d'équilibrisme financier, montraient maintenant une voie à suivre. Il faudrait environ 18 mois pour reconstituer mon fonds d'urgence si je maintenais mon horaire de tutorat actuel et continuais mon style de vie frugal. Pas idéal, mais gérable. La sonnette retentit, interrompant mes calculs. Amandine se tenait sur le porche, tenant un petit poinsettia en pot et un dossier. En avance pour le dîner du dimanche, observai-je avec un sourire, m'écartant pour la laisser entrer. J'avais une réunion à proximité et j'ai pensé déposer ça, expliqua-t-elle en plaçant le poinsettia sur la table de l'entrée. Et puis, j'ai des nouvelles. Je la conduisis dans la cuisine où mes papiers financiers étaient encore étalés sur la table. Elle y jeta un coup d'œil, comprenant immédiatement ce que je faisais. Comptabilité de fin d'année ? Demanda-t-elle en posant son dossier à côté de mes feuilles de calcul. Juste pour avoir une image claire de la situation après l'opération, confirmai-je en lui offrant un café. Elle hocha la tête, acceptant la tasse. C'est en fait lié à la raison de ma venue. Elle ouvrit le dossier et en sortit un chèque, le plaçant soigneusement à côté de ma calculatrice. Ma prime de fin d'année est arrivée hier. Le chèque était à mon nom, d'un montant de 5 000 €. Je le fixai, puis la regardai. Amandine, qu'est-ce que c'est ? Le premier paiement significatif de ce que je te dois, répondit-elle calmement. Ma prime était de 7 000 € avant impôt. J'ai gardé assez pour maintenir mon fonds d'urgence et j'ai mis le reste pour ma dette envers toi. Nous nous étions mises d'accord sur des paiements mensuels de 100 €, lui rappelai-je. Ce n'est pas nécessaire. Le plan de paiement était un engagement minimum, pas une limitation maximale, rétorqua-t-elle. La conseillère financière a recommandé d'allouer les revenus inattendus principalement à la réduction de la dette plutôt qu'à l'expansion du style de vie. Je repoussai le chèque vers elle. Ta dette de carte de crédit devrait être prioritaire. Les taux d'intérêt sont punitifs. Déjà réglé,
m'assura-t-elle. J'ai négocié des accords avec 2 des compagnies de cartes et j'ai effectué des paiements accélérés sur la 3e. Ceci, elle tapota le chèque, est distinct de cette stratégie. L'approche méthodique m'impressionna. Pas de décisions financières impulsives, mais une stratégie équilibrée abordant plusieurs obligations simultanément, si différente de son approche précédente du tout ou rien en matière d'argent. D'ailleurs, continua-t-elle avec un petit sourire, il ne s'agit pas seulement de comptabilité financière. Il s'agit d'équilibrer d'autres équations aussi. Je compris ce qu'elle voulait dire. L'argent représentait plus qu'une restitution financière. Il symbolisait sa reconnaissance du déséquilibre qui avait caractérisé notre relation pendant si longtemps. En insistant sur le remboursement, aussi progressif soit-il, elle établissait une dynamique plus saine entre nous, basée sur le respect mutuel plutôt que sur une dépendance non reconnue. Dans ce cas, merci, dis-je, acceptant le chèque avec le même sérieux qu'il était offert. Cela aidera à reconstituer mon fonds d'urgence plus rapidement que prévu. Elle hocha la tête, clairement satisfaite de mon acceptation directe. Comment se présentent les calculs sinon ? Demanda-t-elle en désignant mes feuilles de calcul. Difficile, mais pas impossible, répondis-je honnêtement. Les frais médicaux étaient importants, mais je développe un plan de redressement, financier aussi bien que cardiaque. Amandine étudia mes chiffres avec une nouvelle compréhension. Il y a 6 mois, elle aurait eu les yeux vitreux devant des colonnes de chiffres ou aurait fait des commentaires dédaigneux sur mon obsession pour la budgétisation. Maintenant, elle les analysait de manière réfléchie, posant des questions pertinentes sur ma couverture d'assurance, mes projections de revenus et mes catégories de dépenses. « Tu donnes encore trop d'heures de cours », observa-t-elle en notant mes calculs de revenus. « Le docteur Dubois a recommandé de réduire ton horaire pendant au moins 3 mois de plus. Les maths exigent un certain niveau de revenus, expliquai-je. À moins que je ne veuille puiser davantage dans mon épargne retraite, ce qui serait peu judicieux. » Elle fronça légèrement les sourcils. Il doit y avoir des alternatives. Et les cours particuliers en ligne ? Moins exigeants physiquement que d'avoir des élèves ici, potentiellement plus efficaces avec ton temps. La suggestion me surprit, non pas parce qu'elle n'était pas logique, mais parce qu'elle démontrait une approche créative de la résolution de problèmes face aux défis financiers plutôt qu'une pensée magique ou un évitement. Un autre signe de son évolution. J'y ai pensé, admis-je, mais beaucoup de mes élèves bénéficient de l'interaction en personne, en particulier ceux qui ont des difficultés d'attention. Un modèle hybride, alors, suggéra-t-elle. Garde tes élèves les plus vulnérables en personne. Passe les autres en ligne et élargis potentiellement ta portée au-delà des élèves locaux. L'économie pourrait jouer en ta faveur. Des tarifs légèrement inférieurs, mais un volume plus élevé et moins de fatigue physique. Son analyse était solide, appliquant des principes commerciaux à ma pratique du tutorat d'une manière que je n'avais pas entièrement explorée. L'enseignement avait toujours été ma vocation plutôt qu'une activité purement économique. Mais sa perspective offrait des aperçus précieux. Je vais y réfléchir, promis-je, sincèrement intrigué par les possibilités. Je peux aider à mettre en place la technologie si tu décides d'essayer, offrit-elle. C'est similaire au système de travail à distance que nous utilisons dans mon entreprise. Cette offre pratique d'assistance utilisant ses compétences réelles plutôt que de simples ressources financières représentait un autre changement sain dans notre relation. Pendant trop longtemps, l'argent avait été le principal moyen d'échange entre nous, déformant notre connexion et renforçant des schémas malsains. Notre conversation se tourna vers son nouvel appartement et son travail. La promotion avait officiellement commencé la semaine précédente, apportant des responsabilités accrues ainsi qu'un salaire plus élevé. Elle décrivit sa première visite au bureau régional prévue pour janvier avec un mélange d'excitation et d'inquiétude appropriée quant aux défis. C'est étrange, réfléchit-elle. Il y a 6 mois, je me serais entièrement concentrée sur les aspects prestigieux de cette promotion, le titre, le compte de dépenses, les voyages d'affaires. Maintenant, je pense au développement des compétences, aux opportunités de réseautage, aux implications de carrière à long terme. Une perspective plus équilibrée, observai-je. Exactement. L'équilibre. C'est ce qui me manquait dans mes finances, dans mon approche professionnelle, dans mes relations. Elle fit un geste entre nous, y compris celle-ci. Nous avons continué à parler alors que la matinée laissait place à l'après-midi, la conversation s'écoulant naturellement entre les questions pratiques et des réflexions plus profondes. Je n'étais plus la mère inquiète offrant des conseils ignorés. Ni elle la fille sur la défensive rejetant toute orientation. Au lieu de cela, nous étions 2 adultes naviguant des défis de vie complexes, chacune avec des perspectives précieuses à apporter. Finalement, Amandine jeta un coup d'œil à sa montre. Je devrais y aller.
Je rencontre mon propriétaire pour discuter d'un problème de plomberie mineure. Des activités dominicales très glamour. Tenir une maison n'est pas glamour, mais c'est essentiel, répondis-je. Autre chose que j'ai essayé de t'apprendre et qui sonnait probablement comme un sermon maternel dépassé à l'époque. Elle rit. Parmi de nombreuses leçons que j'apprécie tardivement. La liste est d'une longueur embarrassante. Alors qu'elle se préparait à partir, je demandai impulsivement, « Voudrais-tu venir pour Noël ?» Juste un dîner tranquille, rien d'élaboré. Son expression s'adoucit. « J'aimerais beaucoup. En fait, j'allais te demander si je pouvais passer la nuit du réveillon de Noël. Mon appartement sera, eh bien, c'est mon premier Noël seul. » Et je me suis dit, « Tu es toujours la bienvenue », l'assurai-je, touché par la vulnérabilité de sa demande. Après son départ, je retournai à mes calculs financiers, incluant maintenant sa contribution inattendue. Les projections révisées montraient un calendrier de redressement légèrement plus optimiste. Toujours difficile, mais moins précaire qu'auparavant. Je me surpris à penser à la suggestion d'Amandine concernant le tutorat en ligne. L'idée avait du mérite au-delà des avantages économiques. Elle représentait l'adaptation plutôt que le sacrifice. Trouver des solutions créatives aux circonstances changées au lieu de simplement réduire les attentes ou d'épuiser les ressources. C'était peut-être la leçon la plus importante que nous avions toutes deux apprises à travers cette crise prolongée. L'adaptabilité comme forme de résilience. Les revers financiers, les problèmes de santé, les difficultés relationnelles, tous nécessitaient un ajustement plutôt qu'une capitulation. 6 mois auparavant, une crise de santé inattendue avait révélé des vérités financières longtemps cachées sous des couches de complaisance et de déni. La confrontation initiale avait été douloureuse pour nous deux, exposant des schémas de dépendance et de ressentiment qui avaient corrodé notre relation pendant des années. Pourtant, de ce début difficile avait émergé quelque chose que j'avais presque cessé de croire possible. Une relation plus saine basée sur l'honnêteté, des limites appropriées et un respect mutuel. Pas parfaite, nous portions toutes deux encore des schémas émotionnels qui refaisaient parfois surface de manière peu constructive, mais équilibrés d'une manière qui avait auparavant semblé mathématiquement impossible. Mon cœur physique guérissait selon les attentes médicales. Ma situation financière, bien que tendue, avait une voie de redressement claire, et ma relation avec ma fille avait trouvé un équilibre que je n'avais jamais osé espérer pendant ces années difficiles. Certaines équations prenaient plus de temps à résoudre que d'autres. Certaines nécessitaient plusieurs tentatives, révisions et recalculs avant qu'une solution satisfaisante n'émerge. Mais les principes fondamentaux restaient constants. L'honnêteté avec les chiffres, l'adaptation aux variables changeantes et la persévérance dans le processus de résolution de problèmes. En mathématiques comme dans la vie, l'équilibre valait toujours l'effort nécessaire pour l'atteindre.